Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de la relève. Je remercie la technique Stéphane pour cette réalisation. Ce ne sera pas Lara qui m'assistera, une fois n'est pas coutume. Et mon assistant, je vous le présenterai tout à l'heure. C'est une surprise. Vous pouvez, chers auditeurs, poser vos questions, formuler vos observations, vos remarques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, par courrier électronique exclusivement. Donc ça ne sert à rien d'appeler le standard. Vous n'y trouverez ni Marie-Hélène, ni Patrice, ni aucun de nos bénévoles dont on a par ailleurs bien besoin, parce que cette émission, tout simplement, elle est préalablement enregistrée. Donc pas possible de réagir directement. Mais néanmoins, nous allons récupérer vos questions et je n'hésiterai pas à les poser ensuite à nos invités qui se feront un plaisir, j'en suis sûr, de vous répondre. Alors, nous allons parler aujourd'hui ensemble, et donc avec nos invités d'épopée, de renaissance culturelle à l'ère du numérique, avec son fondateur, Romain Maréchal, et les autres invités. Épopée, ce mot se trouve aux confins des plus anciennes civilisations. La plus ancienne épopée retrouvée à ce jour serait celle intitulée l'épopée de Gilgamesh. Elle est datée du 3e millénaire avant Jésus-Christ et aurait été rédigée en sumérien à partir du récit légendaire sumérien et babylonien mettant en scène le roi Gilgamesh d'Uruk. Nous sommes en Mésopotamie, au cœur des premières civilisations, et avec la civilisation apparaît l'homme héroïque, à l'énergie surhumaine, mais qui doit prendre conscience de ses limites. C'est un mortel, ce que redira évidemment toute la civilisation grecque avec la Ède d'Homère dans ces deux grandes épopées du monde grec, l'Iliade et l'Odyssée. Son territoire, à l'épopée, c'est l'histoire. Elle est à la source de sa révélation. Son contenu ne cesse de tanguer entre le mythe et l'histoire, justement. Mais du mythe, il rappelle l'ontologie des principes de l'action héroïque, ainsi que la dimension fondatrice. L'épopée fait l'éloge d'un peuple, d'une nation, d'une civilisation. C'est pour cela qu'elle est un chant. L'épopée évoque le divin, la muse, on la retrouve pour la première fois dans l'Iliade, chant de déesse du Pléiade Achilleus, puis dans l'Odyssée, muse, chante ce héros. Avec John Milton, elle est une évocation du paradis perdu, chante muse céleste. Mais l'épopée est aussi une descente aux enfers, catabasis d'Ulysse à Dante en passant par Énée. L'épopée évoque ensuite le voyage, souvent en mer, ce qui évoque le respect, mais aussi la peur. Enfin, l'épopée se veut visionnaire. Victor Hugo, dans la légende des siècles, veut montrer l'homme montant des ténèbres à l'idéal, la transfiguration paradisiaque de l'enfer terrestre, l'éclosion lente et suprême de la liberté, droit pour cette vie, responsabilité pour l'autre. L'épopée visionnaire se devrait alors d'exprimer l'humanité dans une espèce d'œuvre cyclique, la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science, lesquelles se résument en un seul immense mouvement vers la lumière. Alors épopée, c'est d'abord son fondateur, Romain Maréchal, entrepreneur, fondateur de la société de production audiovisuelle enracinée La Pointe de l'Épée et d'Épopée, la première plateforme de vidéo 100% française. Son projet, redonner confiance en l'avenir aux Français. Il y a du travail, grâce à du contenu vidéo de qualité qui raconte la France dans toute sa richesse et sa diversité. Bonjour Romain Maréchal, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Radio Courtoisie. Alors comme vous questionne la revue Éléments, il y a plusieurs articles et un en particulier très bon qui traite de cette fondation d'épopée. Le choix du nom est résolument flamboyant, délibérément héroïque. Il renoue avec la geste chevaleresque. On sait ce que c'est sur Radio Courtoisie, là, c'est l'amour courtois et c'est pas seulement la courtoisie plate auquel on pense. Les grandes figures et les grands moments de l'histoire de France et de la civilisation européenne. C'est ça, épopée ? Tout à fait. En deux mots, il fallait illustrer, ce slogan qui était de raconter la France. Et pour moi, épopée est apparu comme une évidence, en fait, parce que c'est le mot qui résume le mieux, je pense, cette histoire de France avec un grand H et aussi toute cette diversité culturelle qui la compose. Est-ce que vous voulez qu'on commence tout de suite, c'est un plateau relativement jeune, par présenter les différents invités qui sont autant de personnes qui contribuent, c'est bien ça, à Épopée? Exactement, parce que vous disiez que Épopée, c'est d'abord un fondateur, c'est surtout des hommes, il n'y a de richesse que d'hommes, et je crois que ce projet ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas autant de compétences réunies autour de la table, qu'ils soient aujourd'hui présents ou sur la plateforme Épopée.
peux vous présenter si vous voulez faire un tour de table. C'est comme vous Alors voulez. on peut commencer peut-être par Joseph Pétier, parce que dans une autre émission, Oui. chers auditeurs, et si vous écoutez celle-là, il faudra écouter l'autre, évidemment, qui sera une Odyssée du vin, peut-être commencer avec Joseph Pétier, le fils du général, si j'ose dire. Il est formé par Jean-Laurent Cochet à son cours d'art dramatique, je crois, avant d'engager des études commerciales axées sur le vin et la vigne. Après 6 années dans le commerce du vin, il entreprend de mêler ses deux passions, la scène et la parole, avec le terroir. Il crée alors sa maison de production audiovisuelle, événementielle, Vin en vol. C'est à ce moment-là que, justement, vous lui faites confiance pour lui confier une réalisation. Vous pouvez en dire un peu plus peut-être, et puis après on va le saluer. Tout à fait. Donc sur Épopée Film, on avait à cœur de développer un programme qui serait, si je puis dire, comment je dirais, une manière ludique d'appréhender, d'apprécier l'univers du vin qui est parfois assez éloigné, qui peut être très complexe. Et donc, via cette rencontre avec Joseph, je dis, bah voilà, il me semble être la personne adéquate pour ce grand projet. Alors, on avait déjà le nom Odyssée du vin, c'est vrai, à la pointe de l'épée, mais on n'avait pas forcément le concept de l'émission. Et là où je suis très heureux, et je suis ravi que Joseph soit présent avec nous aujourd'hui, c'est parce que Joseph a su, avec les connaissances qu'il a, rendre accessible cet univers du vin au travers justement d'une Odyssée. Donc la saison 1 se passe sur la Loire, on commence en Auvergne pour l'épisode 1, et dans l'épisode 2 à Pouilly, si je ne me trompe pas. Et donc, Val-de-Loire. Exactement, dans le centre Val-de-Loire. Et donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est à travers le vin et des connaissances des artisans vignerons, on découvre des producteurs locaux, également des monuments sacrés, et tout ce qui fait finalement la vie du terroir français. Bon, bonjour alors Joseph. Bonjour Nicolas, merci Et à nouveau, infiniment de nous recevoir tous. Je m'entends. Toute l'équipe. On vous inquiétez pas, on va résoudre le problème très rapidement. Oui, merci infiniment de me recevoir. Je tiens aussi à redire merci à Romain qui nous a donné à tous cette opportunité de réaliser nos documentaires. Et pour moi, l'Odyssée du vin, qui je crois a toute sa place dans cette plateforme qui s'appelle Épopée. Vous avez très bien dit ce que c'était qu'une épopée. Et je crois que la vigne et le vin sont les héros de notre civilisation judéo-chrétienne, gréco-romaine, parce que comme le disait Ernest Hemingway, c'est le produit le plus abouti de notre civilisation. Judéo-chrétienne et puis helléno-chrétienne. Les voilà. Grecs ont joué un rôle essentiel aussi, nos fameuses Hélènes. Bon, moi je vais me reposer un peu sur vous, Romain. Vous allez maintenant me présenter peut-être Jean-Noël Toubon. Oui, alors Jean-Noël, c'est aussi une formidable rencontre. Donc, il a une maison d'édition qui s'appelle Vox Gallia, qui édite plusieurs ouvrages historiques notamment, ainsi qu'une chaîne YouTube qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés maintenant, où également c'est la continuité de ses travaux à l'écrit. Et alors Jean-Noël... pareil, on a fait appel à lui dans le cadre, il a gentiment accepté d'ailleurs, dans le cadre d'une émission qui s'appelle Le Panthéon des héros. Alors en 2 mots, Le Panthéon des héros, c'est le récit d'un épisode historique de l'histoire de France, au travers duquel des Français ont brillé par leur courage, leur intelligence. Le premier épisode parlait de la bataille de la Marne, et donc là on attaque le second épisode qui est quasiment finalisé sur les premières croisades, voilà, qui est aussi une épopée, et sur laquelle il y a beaucoup a été dit, et on va pouvoir apporter des éléments de compréhension de cette période assez extraordinaire où à l'époque médiévale on est parti comme ça quasiment à l'autre bout du monde défendre un idéal. Donc c'est notre ami Jean-Noël qui est justement à la rédaction de l'épisode et qui a un peu chapeauté artistiquement ce programme. Bonjour Jean-Noël Toubon, bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas, merci de m'inviter. Vous êtes déjà venu sur Radio Courtoisie ? C'est la première fois, je suis très honoré. Très bien, la réciproque est vraie, bien évidemment. Allez, on continue ce petit tour de table. C'était la personne qui était à votre gauche, ça les auditeurs ne le voient pas. Maintenant, à votre droite, Alban de Grave, qui débute dans la grande restauration, et puis finalement, sa passion, entre autres, des armes anciennes, va changer son orientation de vie. C'est une trajectoire qui va changer en 2015, je crois. Vous voulez peut-être en dire quelques mots avant que nous le saluions, Romain ? Tout à fait. Donc Alban, j'ai eu la chance maintenant de le connaître depuis plusieurs années, et il m'a fait apprécier cet univers de la vente des objets anciens
la vente aux enchères, particulièrement dans ce quartier qui est Drouot et dans tout cet écosystème-là, que je connaissais peu. Et en fait, à travers la vente d'objets anciens, c'est surtout une partie de l'histoire de France qu'on découvre. Et c'est cette passion qu'Alban a su me retransmettre et qu'on a voulu justement mettre à disposition des auditeurs via une série documentaire qui s'appelle Parole d'experts. Donc on suit les aventures d'Alban dans cette aventure donc de vente d'objets anciens à Drouot pour le premier épisode, deuxième épisode à Monaco et donc Alban est depuis plusieurs années maintenant l'expert, si je puis dire, d'une grande partie des maisons de vente parisiennes, puis même maintenant étrangères, en ce qui concerne la vente d'objets anciens. Voilà, c'est lui qui peut faire toute l'historicité, les recherches en rapport avec les objets anciens. Bonjour, donc Alban de Grave, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. On va commencer, et puis après, je vous présenterai mon assistant de luxe. Peut-être sur une première question avec vous, Alban de Grave. On parle de cette passion du collectionneur. Est-ce que, parce qu'on passe notre temps à dénigrer les anglo-saxons, les britanniques, pourtant il y a quelque chose chez eux qu'on devrait des fois peut-être garder à l'esprit, puisque souvent les civilisations qui développent un poison développent aussi leur antidote. Il y a ce conservatisme anglais qui fait que ces objets de collection, eh bien, eux, ils s'en servent encore. Le passé est toujours présent. Ce n'est pas parce que c'est un objet de collection qu'on va le mettre derrière une vitrine. Il peut encore être utilisé. Est-ce que c'est cet esprit conservateur, un peu anglo-saxon, Alban de Grave, qui vous anime? Alors, c'est marrant que vous parliez d'anglo-saxon, parce que le mot antiquaire, c'est quelqu'un qui prend soin des objets antiques. Alors effectivement, je n'utilise les armes anciennes qu'en duel. Voilà, je ne sers plus sur un champ de bataille, ça arrive assez régulièrement d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. En revanche... Vous n'allez pas aller à Odessa avec ça? Non, ce serait dommage. D'aller à Odessa, remarquez, au début de la guerre en Ukraine, il y a une très forte demande pour tout ce qui était cuirasse de la Troisième République. Il n'y avait pas de gilet pare-balles. Donc sur des supports tels qu'eBay, on retrouvait des demandes en Ukraine sur du matériel complètement obsolète. Voilà, un plastron de cuirassier modèle 1874 qui partait en Ukraine, et quand on demandait aux clients, qui n'étaient pas du tout... quand on regarde l'historique des achats, on se rend compte que c'est pas un antiquaire. Voilà. Donc il y a certains objets qui vivent encore malheureusement, mais ces objets vivent et servent, en fait, si vous voulez, en servant l'histoire. J'ai l'habitude de dire petits objets, grandes histoires, et de la même manière que Romain était un peu séduit, et ça vous ouvert un petit peu les yeux, ses yeux, si vous voulez, sur ce passé. C'est des objets en fait qui servent au symbole. L'avant-dernier bicorne qui a été vendu de Napoléon, qui a été adjugé de mémoire 1 800 000, est parti en Corée. Et c'est le roi du poulet coréen qu'il a acheté non pas pour sa collection, mais pour le mettre dans son établissement et pour montrer un peu à tout le monde qu'aujourd'hui c'était en Corée que ça se passait. Voilà, donc c'est des objets qui effectivement servent et c'est des symboles en fait qui perdurent dans le temps. Ce bicorne a dû être offert, on connaît 17 bicornes de l'empereur, il y en a 120 fabriqués chez Poupart, mais en revanche c'est des objets qui servent et qui sont toujours des objets de pouvoir, donc c'est des objets qui servent effectivement encore, même depuis une vitrine et parfois même à dénigrer l'Occident. C'est passionnant, on va se passionner durant cette émission, j'en suis sûr, et je me tourne justement vers mon compère qui aura la lourde tâche de m'assister aujourd'hui, qui n'est autre que Bruno Quenu, que vous connaissez bien sur Radio Courtoisie, mais on rappelle quand même pour quelques auditeurs oublieux qui me diront mais il fallait présenter l'ensemble des personnes intervenant sur ce plateau. Donc Bruno Quenu, c'est aujourd'hui Philovino et Bibovino, c'est une cave à la Trinité, mais c'est auparavant, après ces classes dans les caves Legrand, celui qui a créé et qui pendant plus de 15 ans ou 20 ans a géré la cave de Lafayette Gourmet, un boulevard Haussmann. Donc autant dire que c'est lui l'astérix du vin qui va résister à Parker, qui va résister évidemment à toute cette fausse modernité sur le vin. Il est chevalier des arts et des lettres, donc il ne se pique pas que de vin. Et bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour, Bruno. merci Nicolas. Qu'est-ce que t'inspire, Bruno, ce premier tour de table, cette volonté au travers épopée d'enracinement ou de réenracinement?
Je crois que l'enracinement, c'est d'abord c'est absolument nécessaire. Hein. On ne peut pas vivre sans enracinement. Hein. On le voit aujourd'hui, on a des gens qui pensent pas par eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, penser par eux-mêmes aujourd'hui, c'est reproché. Hein. Donc c'est pas très bien. Et pourtant, c'est le seul moyen de vivre sa propre liberté. Et l'enracinement, c'est le corps qui est en relation avec l'univers et qui fait penser. Donc si on ne reparle pas d'enracinement, à mon avis, c'est très mauvais. Et ce qui est bien, c'est qu'évidemment, l'enracinement passe par la richesse. Et là, en quelques minutes, je viens d'entendre de la richesse, mais aussi de la profondeur. Parce que là, d'un seul coup, on part tout de suite dans la profondeur. Sans profondeur, pas de vie. En tout cas, pas longtemps. Voilà, donc, c'est vrai de la vigne aussi. C'est vrai de la vigne. La vigne, c'est la profondeur, hein, ça descend dans les profondeurs. Souvent, tu nous dis que la vigne, eh bien, c'est finalement une magnifique parabole de l'homme. Et que le contraindre à cette verticalisation, et puis comme il faut aussi contraindre l'homme, qui sinon eh bien, est un petit rampant. Hein. C'est le rampant de la Adama, de la Genèse. Il part un peu partout, il s'accroche aux branches, il se verticalise faussement avec ses béquilles pour aller chercher le soleil. C'est la vigne de la vigne, c'est le symbole de la vigne sauvage. Hein. Elle grimpe dans le ciel, elle grimpe dans les arbres, n'importe comment. Elle est très peu fructifère et elle fait un produit, un fruit qui n'a pas de profondeur, avec lequel, si on fait du vin, il n'y aura rien. Il y aura un jus de raisin fermenté. Et l'homme, si on peut considérer que l'ensemble des générations du vin sont des demi-dieux, hein, on pourrait appeler ça, si on prend l'ensemble des générations, on les compile et ça fait un demi-dieu. Parce qu'il n'y a pas de génération parfaite, hein, comme il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de vie parfaite, mais l'ensemble amène à une perfection. Et cette perfection qui nous a été livrée, c'est la vigne et le vin. Cette connaissance absolument invraisemblable, entourée de mythes. Aucun produit n'est agrémenté, n'est nourri de mythes comme le vin. Que ce soit l'Égypte, les Sumériens, les Grecs, les Romains, toute la civilisation chrétienne, le vin est entouré de mythes. Et donc, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la mythologie, c'est de la spiritualité. Et donc, ça passe tout ça par l'enracinement. La France a été un pays, je dirais qu'aujourd'hui, on peut presque plus parler du mot France, parce que justement, elle a perdu pour l'instant ses racines. On arrive. Voilà, c'est une nouvelle génération qui arrive. Justement. Voilà, alors je pense qu'il y a des gardiens du temple. Il y en a toujours, il y a des gens qui sont dans la lenteur. On perd ses racines quand on est dans la vitesse. Voilà, donc voilà, je crois que ça me fait... C'est vrai que la première réaction que j'ai, parce que je suis très neuf, très candide vis-à-vis du sujet, mais la première réaction que j'ai, c'est il y a de la profondeur. Merci Bruno. Qu'est-ce que vous inspire, Romain Maréchal, justement, cette succession de générations dont vous dites que vous êtes la génération qui arrive? Oui, c'est très intéressant parce que effectivement, parfois, lorsque on ose même aborder le sujet France, parce qu'il y a tout un historique aussi, hein. Il y a eu plus de 40 ans d'antiracisme qui ont été largement instrumentalisés contre l'identité française, contre ceux qui, de manière juste parfaitement légitime, avaient envie de faire, de montrer ce que la France avait de plus beau à offrir au monde. C'est un constat que j'ai fait lorsque je me suis expatrié, quand j'ai eu 20 ans, 1 an en Australie, c'est que c'est l'image fabuleuse qu'a la France à l'étranger, et en parallèle de ça, l'image que les Français ont d'eux-mêmes. C'est assez incroyable en fait. Moi je suis revenu de ce voyage en me disant mais attendez, il y a quand même un problème. Il y a une absence de confiance, c'est ça? Mais c'est dramatique, c'est presque de la schizophrénie. C'est-à-dire que le monde entier trouve que la France, encore aujourd'hui, et Dieu sait que c'est pas évident avec les dirigeants que nous avons. Même de moins en moins. Voilà, ça c'est pas fini. Il y a encore, heureusement, on a encore beaucoup de patrimoine, de capital sympathie à l'étranger, même si ça s'amoindrit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette dichotomie entre la manière dont nous sommes perçus à l'étranger et dont la manière les Français se perçoivent eux-mêmes m'affole. Je suis jeune papa, j'ai 30 ans. J'ai décidé de lancer Épopée parce qu'en fait, je faisais le constat qu'il y avait un grave déficit de confiance en soi chez les Français et que, comme dans la vie, comme dans la philosophie, comme dans cette quête du soin, du moi intérieur, si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas qui nous sommes,
comment aller vers l'avenir, comment être dans cette dynamique optimiste vers l'avenir et prendre à bras le corps justement les aventures que la vie a à nous offrir. Donc c'était ça, c'est ça à l'origine Épopée. Et puis de fil en aiguille, il y avait cette idée de faire du divertissement parce que le divertissement il est ludique. Le divertissement, s'il est bien fait, il est universel et donc il touche le cœur des Français, indépendamment de leur opinion politique, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur ethnie, etc., ou de leurs origines sociales. Voilà, c'est ça, la vertu du beau. En fait, c'est ce qu'on essaie de défendre chez Épopée. C'est pour ça qu'on a mis tous les moyens sur la qualité plus que sur la quantité. C'était l'idée que le beau pouvait toucher le cœur des Français et qu'en touchant le cœur des Français, on allait susciter l'envie de s'investir dans la société. Merci. Peut-être un mot, Jean-Noël Toubon, sur justement passionné d'histoire que vous êtes. Vous adhérez au discours qui vient d'être tenu par Romain Maréchal ? Non seulement j'adhère au discours, mais je le constate depuis 7 ans par le biais de ma chaîne d'histoire, puisque l'avantage aussi d'une chaîne comme YouTube permet de lire des commentaires que les gens peuvent laisser sous ces vidéos, et je constate que chez les plus jeunes, alors tout est relatif dans la jeunesse, mais on va dire chez les adolescents, les jeunes adultes, cette volonté en tout cas de se réapproprier leur histoire de France, conscient ou même leur intuition leur dit que quelque chose ne m'a pas été correctement formulé ou alors a été consciemment modifié. Et aujourd'hui, on a cet avantage, qui parfois peut être un inconvénient, mais avec Internet, de pouvoir aller chercher un peu d'informations, pour le bien et pour le moins bien évidemment, mais en tout cas parfois pour le bien. Et c'est plutôt encourageant, même si Romain, tu disais tout à l'heure qu'effectivement les Français ont une image très négative de leur pays, mais si je voulais être 5 secondes un peu optimiste, peut-être que beaucoup plus de personnes aiment profondément leur patrie, mais n'osent pas tout simplement le dire pour des raisons d'ostracisme social. C'est exactement ça. Non, mais en fait, je suis dans une dynamique... purement optimiste, justement, mais ça c'est si je suis optimiste. C'est l'espérance, on a déjà parlé, Jean-Noël, on partage la même vision, c'est que justement ce constat il est fait, il n'est pas pour moi ni optimiste ni pessimiste, il est celui-ci. En revanche, et c'est pour ça qu'on œuvre tous les jours que Dieu fait, pour amener du contenu, amener des œuvres artistiques qui justement permettent d'aller de l'avant avec ce regard optimiste, et les jeunes en font partie justement. La jeune génération est en train même de se séparer de ce politiquement correct qui pour moi est le défi de notre génération. Moi autour de la table on a à peu près la trentaine, en tout cas pour ceux avec qui je travaille. C'est gentil. C'est de se dire que c'est un état d'esprit je crois, en tout cas les jeunes dans leur état d'esprit, peu importe le numéro, leur âge sur leur carte d'identité, c'est de se dire qu'en fait on en a suffisamment soupé de ce politiquement correct, de cette autocensure, c'est-à-dire qu'on s'empêche de parler de notre identité, mais en toute bonne foi, tout simplement, et de se dire, bon, en fait, le monde qu'on nous a promis, finalement, il est décadent, il est dangereux, physiquement, on s'en prend même à notre chair, je ne vais pas rappeler tout ce qui se passe dans l'actualité tous les jours, hélas, et donc du coup, en fait, on va mettre de côté ces discours dogmatiques qui nient la réalité pour se réapproprier une réalité, et qu'est-ce qu'on a finalement dans cette quête de richesse? On a ce terreau fertile qu'est l'histoire de France et la culture française. Alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'il va en falloir un, parce que sinon vous allez tous être d'accord. J'attendais. Et puis vous aurez en Bruno Queugnoux quelqu'un qui va magnifier tout ça. Donc moi, je vais mettre mon grain de poivre dans cette affaire, parce que est-ce qu'il n'y a pas une dose de, si ce n'est de nostalgie, voire des gens pourraient être plus cruels en parlant d'archaïsme, sur l'affiche vous concernant, Jean-Noël Toubon, on m'écrit que vous, l'histoire que vous aimez, c'est celle de Clovis, de Charlemagne, de Saint-Louis et de Sainte-Jeanne d'Arc. Quelle horreur. Mais ça ne va pas plus... Non, mais c'est pas quelle horreur. C'est pas quelle horreur, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut pas aller... Parce qu'entre Sainte-Jeanne d'Arc et aujourd'hui, on sent qu'il y a un sacré grand écart. Il n'y a plus rien après Jeanne d'Arc? Si. Alors, ce que j'ai l'habitude de répondre, parce qu'on me l'a posé très souvent, cette question, pourquoi se consacrer à cette très longue période, comme si l'histoire s'arrêtait à la Révolution française? Il y en a qui pensent qu'elle commence avec la Révolution française. Voilà, c'est précisément ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que depuis mon enfance, comme toutes les personnes ici, on a été éduqués par l'éducation nationale, qui a pris soin, en tout cas, de me parler de cette période de la Révolution à aujourd'hui, en me disant que c'était merveilleux. Et pour le peu qu'on m'en a raconté sur avant la Révolution, soit c'était très succinct,
ou soit c'était pour me dire que mes ancêtres étaient très mauvais. Donc je laisse cette partie de l'histoire de France à l'éducation nationale qui fait très très bien son travail. Il suffit d'écouter les gens pour savoir qu'ils ont une très grande culture pour savoir que la France était très mauvaise. À mon petit niveau, je me charge simplement de ces 1300 ans d'histoire où on m'a expliqué, et j'étais très énervé quand j'ai commencé à lire des mauvais livres, où on me disait par exemple, parce que c'était Saint-Louis qui m'a fait entrer dans cette merveilleuse histoire médiévale, où j'ai constaté que non seulement c'était pas tout à fait, il ne faut pas essentialiser bien évidemment, tout n'était pas parfait au Moyen-Âge, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on m'avait raconté, même pire, c'est que c'était même plutôt bien. Et donc voilà, je laisse l'éducation nationale faire son travail, c'est-à-dire détruire l'amour de la France chez les jeunes. J'essaie à mon humble niveau de faire le pendant opposé. Merci Jean-Noël. Alban de Grave, Romain parle aussi du beau. Est-ce que dans toutes ces collections, vous ne collectionnez que du beau? Parce que le collectionneur, souvent, ce sont des bizarreries, c'est pas toujours très beau. Alors, est-ce qu'il y a un culte du beau chez le collectionneur? Il y a un culte du beau. Alors il y a deux beaux. Il y a le beau intrinsèque de l'objet qui ne triche pas, et même qui soit pas signé, qui reste un objet beau. Et on a tendance à cultiver le beau, justement, on se trompe pas en achetant du beau. Et il y a la beauté de l'objet. Voilà, par exemple, j'avais passé 3 jours sur une petite timbale en aluminium, ciselée par un prisonnier de guerre qui avait fait 3 stalags. Et j'ai passé 3 jours à retrouver cette personne, et en retraçant toute l'histoire. Alors la timbale a été vendue aux enchères au prix de 60 €. Ça n'a pas payé l'électricité de ma lampe de nuit pour mes recherches, mais en tout cas le beau c'était de révéler cette histoire. Donc en fait là où toi tu vas révéler à travers tes livres, moi je le fais à travers les objets. Donc en transmettant les objets, les beaux objets qui peuvent être attrayants aussi pour l'œil, ça attire l'œil, et ensuite on met le doigt dans l'engrenage de l'histoire de l'objet. Mais c'est une manière un peu d'initier, de sensibiliser à travers les objets, voilà, qui survivent dans le temps à leur manière, malgré les faux qu'on peut trouver également sur le marché qui inventent certaines histoires aussi, parce qu'on a des fusils d'honneur par exemple qui ont été distribués à des personnes qu'on ne connaît pas, des choses comme ça. Donc il y a des histoires aussi en parallèle qui fleurissent à travers des faux, et c'est assez marrant de voir ça, parce que quand vous parlez du beau, ce qui est quand même ce qui m'interpelle dans le marché de l'art, c'est qu'on reconnaît, typiquement pour les tableaux anciens, on reconnaît un faux parce il est parfait. Voilà. Un maître ancien à Bruges qui peignait, c'est pas ma spécialité du tout, hein, le maître ancien, mais c'est un ami, Grégoire Lacroix, qui m'a initié à ça. Mais voilà, un maître ancien a toujours des choses qui vont pas. Il y a un pisseur dans un coin, il y a des têtes un peu particulières, et en fait on voit quand c'est trop parfait que c'est une commande. Alors ce qui est marrant, c'est de voir un faux des années 70 qui correspond ni au canon de beauté de la Renaissance, ni au canon de beauté d'aujourd'hui, mais c'est une sorte de mélange un peu bâtard de choses. Donc en fait le beau est vendeur, mais il faut connaître aussi l'objet pour apprécier le beau. Voilà, donc ça nécessite une initiation. Comme le vin, il y a de l'absence parfois qui est plus appréciable que ce qui est physiquement touchable. Ouais, et voilà. Justement, il y a Joseph aussi à qui on va poser une question, beau, bien, vrai. Et donc moi je continue mon œuvre diabolique d'essayer d'opposer les uns les autres. Bon, le vin, d'accord, et Bruno va nous en reparler. La haute tradition, les moines, les Grecs, 10 000 ans ou 11 000 ans d'histoire. Mais enfin, moi je suis désolé, le vin d'aujourd'hui, il est très bon à boire. Hein, Bruno me dit souvent, tu aimes la confiture dans le jambon. Alors, pas très sympa d'ailleurs, mais bon, je ne sais pas s'il a tort. Mais il fut un temps où on ne savait pas d'une année sur l'autre qu'est-ce qu'on allait boire. Hein. Et puis alors, moi je suis né en 68. Hein, je ne suis pas de votre génération, là, les jeunes. Donc c'est en plus, alors là, 68, aujourd'hui on peut lisser le vin à peu près. J'ai l'impression, en 68, le vin il est dilué, il est dégueulasse. Donc est-ce que la science ne permet pas quand même, plutôt que toujours vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, selon l'expression en cours, est-ce que finalement, est-ce que c'était nécessairement mieux avant ? Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à la question que vous m'avez posée. Je ne veux pas forcément parler de l'année 1968. Non. Je n'étais pas né. Il faudrait une autre émission pour parler de cette année. Mais je ne vais pas parler d'une année spécifiquement. Je voudrais un peu rebondir sur le beau et le bon qui a été évoqué. Un peu le kalos kaiagatos grec, le beau et le bon, et cette inflexion qu'a la nature humaine à aller chercher la meilleure version de soi-même. Et la vigne, c'est un peu ça. Quand on la taille pour qu'elle aille puiser très profondément ce qu'elle a de mieux à donner d'elle-même. Donc le vin nous apprend ça, le vin apprend
le vin nous apprend sur soi-même puisqu'il parle de notre civilisation. Et donc c'est très important d'en parler, c'est ce qu'on fait avec l'Odyssée du vin. Et c'est amusant, on a parlé de voir comment une époque traite le vin et la vigne, quelle relation à une époque avec le vin et la vigne. On a parlé, surtout bon, à évoquer la Révolution française, quelle relation on avait avant la Révolution française, avant le siècle des Lumières avec les moines, et puis après, ce qui s'est passé dans le vignoble français. Et je crois que là, Bruno Queugnoux peut nous en parler plus profondément. Merci Joseph. J'ai envie que Bruno ramasse un peu tout ce qu'il vient d'entendre pour essayer que tu nous donnes ton ressenti. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que, en fait, il y a plein de choses qui sont dites. Enfin, évidemment que je capte pas tout parce qu'il y a du subtil et il faut le digérer. Il y a la différence entre les deux beautés que vous venez de signaler, Alban, là, je trouve ça très très beau parce que nous, ça me ramène énormément au vin. Pendant les années 80-90, Bordeaux voulait faire le meilleur vin du monde. En Bourgogne, les grands domaines n'ont jamais voulu faire le meilleur vin du monde. Ils ont juste fait le vin du terroir. Et ça dépasse, et là, c'est eux qui reviennent. C'est parce que la meilleure région du monde, elle n'existe pas non plus. C'est tout simplement celle qui est la meilleure, c'est celle qui fait le vin juste. C'est celle qui fait le vin juste de chaque parcelle. C'est pas le meilleur vin du monde. Et le meilleur vin du monde, c'est quoi? C'est quand? C'est avec qui vous le buvez. Qu'est-ce que c'est le terroir du monde? Voilà, ça ne veut rien dire. C'est le vin que vous buvez avec la personne, vous choisissez. C'est Jean Carmé qui disait, moi j'aime beaucoup citer ça, parce que quand une des dernières émissions où il est interviewé, on lui demande avec quoi, comment il choisissait les vins avec les plats. Il dit jamais en fonction des plats, tout le temps en fonction des potes qui viennent. Et c'est vrai que ça m'a rappelé tout de suite ce que je fais, c'est que quand on regarde le plat qu'on a fait à la maison pour recevoir des invités, au bout de 5 minutes qu'on est dans la cave, on a oublié le plat et on se dit qu'est-ce qu'on a envie de quel vin on a envie de boire avec eux. Donc en fait, on choisit le vin en fonction. Et en fait, ça va fonctionner. Parce que, évidemment, quand on prend des vins stratifiés qui sont statiques, ça ne fonctionne pas. Mais un vin qui est magnétiquement transformé, eh bien évidemment, il va s'adapter aux gens et à la table. Et il va révéler. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué, cette histoire de deux beautés entre l'objet intrinsèque il est juste, il est intact, etc. Et puis sa beauté, s'il est beau, effectivement, esthétiquement, etc. Et puis, pour revenir à ce que vous avez dit, Jean-Noël, moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, parce que je me suis beaucoup intéressé à la Révolution française. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait pas que des vérités. Beaucoup de mensonges, surtout, oui. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi j'allais aussi peu à l'école, aux grandes dames de mes parents. J'ai été jusqu'à faire 11 jours d'école dans le même trimestre, de présence. Hein. Ah oui. J'avais peu de zéro parce que j'y étais pas. Donc, voilà. Et en fait, je crois que ce que je remarque petit à petit, à force d'en parler, parce que j'aime beaucoup l'histoire, c'est que je crois qu'il ne faut pas idéaliser. Il n'y a pas de générations qui sont belles, qui sont que belles. Il y a de la beauté dans chaque génération, comme dans chaque être humain. Même chez les boomers, même chez les 68 ans. Voilà, exactement. Les auditeurs apprécieront. Voilà. Et je pense que... Il est encore temps de se rattraper. Hein. Epopéfilm.com, vous y allez, vous soutenez avec plaisir. Voilà. Et je pense que la vraie fierté, c'est notre identité. Elle est construite sur des choses belles et moins belles. C'est notre histoire, il faut l'accepter, c'est pas d'enjoliver. Moi, je suis très médiéval, hein, j'aime l'architecture médiévale. J'ai passé, je ne sais pas combien de pèlerinages à voyager dans les églises. J'ai refait le 11e anniversaire de Cluny à pied, j'ai toute l'épopée, etc. Donc j'adore. Il y avait une fulgurance de quelque chose de très très fort sur le plan spirituel, ça c'est clair. Il y avait aussi de la misère, il y avait de tout. Mais en tout cas, il ne faut pas salir des périodes. Il y a eu des très mauvaises périodes, effectivement. Hein. Si on parle de la Révolution française, là on l'a vraiment embellie, parce que c'est pas une révolution d'ailleurs, c'est une guerre civile. Il faudrait bien le dire. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est revenir aux vérités. Et j'aime beaucoup Cousin là-dessus, qui dit à ses élèves, creusez votre histoire. En fait, l'histoire, elle n'est jamais juste.
Quand on est historien, on sait que normalement on doit être un peu scientifique. Quand les scientifiques sont scientifiques, c'est-à-dire on ne détient jamais la vérité. Il y a des hypothèses, il y a des choses qui deviennent vraies au bout d'un certain temps, mais on va creuser en permanence et en fait, chacun doit creuser. On doit tous être historiens. On devrait tous être historiens pour s'enraciner. On devrait tous connaître son territoire, son terroir pour s'enraciner, etc. Et je pense que c'est là où aujourd'hui, alors il faut faire attention, je pense que quand on fait ça, parce qu'on peut très bien tomber dans l'embellissement aussi, hein, comme ce qu'on nous a éduqué à l'école sur la Révolution française, sur la Belle République, etc. Alors qu'on sait que la plus grande période coloniale et d'esclavage, c'est quand même la République, hein, c'est pas la monarchie. Mais bon, tout ça, je crois qu'il faut savoir le dire, mais c'est engendrer la curiosité, que les gens deviennent curieux. Mais il ne faut pas être un grand érudit pour s'apercevoir de qu'est-ce qui a motivé le corps enseignant, l'éducation nationale, à vouloir masquer, faire comprendre que la France a démarré à la Révolution française. C'est, pour moi, en tout cas, je pense, et ce que j'en ai compris, c'est d'effacer son passé spirituel. Bien sûr. Parce que quand on met le nez un tant soit peu dans la période médiévale, mais même après, la Renaissance, peu importe, même si c'était considérablement amoindri, mais en tout cas au Moyen-Âge, tout était spirituel. Ouais, tout. Bien sûr. Les fêtes, la nourriture, l'architecture, l'art, tout était fait au nom de quelque chose qui les dépassait. Bien sûr. Et c'est ça qui change tout. Aujourd'hui, si vous avez visité Cluny, des cathédrales, des églises, vous ne pouvez pas me dire que vous avez fait la même chose avec des bâtiments post-Révolution française. Ça n'existe pas. Parce que qu'est-ce qui motivait un homme à construire une cathédrale en sachant pertinemment qu'il ne verra jamais la fin? C'est qu'il construisait pour quelque chose qui le dépasse. Bien sûr. Aujourd'hui, on veut simplement construire pour qu'à la fin du mois, on puisse s'acheter un abonnement Netflix. Dans l'épopée, Romain, il y a cette... l'épopée, elle était chantée. On a l'impression qu'aujourd'hui, de tous les peuples d'Europe, peut-être que la Révolution, encore une fois, quoique il y a des chants révolutionnaires, en tout cas, on a perdu, les Français, à Noël, ou choses comme ça, ont perdu ce goût du chant. Est-ce que vous essayez de le faire revivre dans vos différents reportages? Le chant? Le chant, ça peut être en effet les chants d'église, mais ça peut être les chants, il y a les chants militaires, vous avez tous ces chants. Moi, j'ai cette impression que la France va d'autant plus mal pour visiter ou aller souvent dans des pays européens. Ce qui m'inquiète toujours avec la France, c'est qu'aujourd'hui, même dans les festivités familiales, amicales, on chante de moins en moins. Eh ben justement, c'est très intéressant que vous parliez de cette thématique-là, parce que donc moi je viens d'une famille où on chante beaucoup. J'ai la chance d'avoir un grand-père très érudit en la matière, qui nous a bercé de chansons, plus ou moins connues d'ailleurs, souvent même très confidentielles. Et ce que je constate, c'est qu'effectivement, la chanson allège les mœurs, qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a un déficit de confiance en soi et donc d'identité française, de disparition de ce folklore, je dirais, de la variété française au profit d'une autre variété subventionnée. Et dans certains endroits encore protégés, justement, des mots et MAUX de la modernité, ou de la déconstruction, il y a justement des gens qui continuent de chanter. C'est le cas notamment de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Nous avons eu la chance avec Joseph d'assister dans le cadre d'une mission de production. Les justement, sont parmi les derniers justement. Et c'est fabuleux. Alors c'est la promotion Colonel Lecoq qui nous avait invités à cette occasion aux Invalides pour un concert magnifique, justement avec tout un orchestre. Et en fait, oui, bien évidemment que le chant, les vibrations sont des choses qui doivent rentrer en ligne de compte dans le projet d'épopée. C'est évident. Personnellement, j'aime beaucoup la musique. Moi, j'ai des projets. Alors, il faut que derrière, on ait les financements pour pouvoir les réaliser. Mais moi, mon rêve, c'est de produire toute une série documentaire justement sur la variété française, mais pas que la variété française qu'on connaît de Édith Piaf, Brel, etc. Même s'il était belge, je sais, je le dis d'avance aux auditeurs, je suis bien au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que ça. Jusque dans les années 90,
ce qu'on a appelé la French Touch. Donc c'est un anglicisme. J'ai vu qu'il y avait le cochon sur la table. Allez, je mettrai ma pièce dans le cochon avec plaisir. Mais c'est le nom dit. Je veux l'entendre teinter. C'est le nom dit de cette tendance. En fait, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, dans les années 90, la France a rayonné dans le monde grâce à ces DJ, donc DJ-jockeys, sont des artistes qui ont manié des sonorités électroniques et qui ont été à l'origine de énormément de révolutions musicales, justement depuis les années 90. Et il s'avérait que c'était des Français, voilà, Martin Solveig, David Guetta, les Daft Punk, voilà, énormément d'artistes français. Donc tout ça pour dire que cette tradition du chant, de la sonorité, de la musicalité, elle est extrêmement importante et que mon rêve, c'est de pouvoir travailler dessus. Mais pour cela, il faut que nous donner la force de produire des contenus de qualité, comme c'est déjà le cas sur Épopée, en développer d'autres et donc redonner l'adresse du site épopéfilm.com. Merci Romain. Joseph, vous vouliez intervenir? Oui, parce qu'elle est très intéressante, cette thématique du chant qui porte une histoire qu'on se passe par le chant. Et effectivement, aujourd'hui, ça fait partie, moi, des signes qui sont des signes d'espoir, mais les gens se remettent à chanter. Il y a des initiatives comme Canto qui refont chanter la France. Je vois des organismes qui organisent des grands banquets et de l'entrée jusqu'au dessert et après le digestif, tout le repas, tout le monde chante. Donc il y a les militaires effectivement, mais aujourd'hui les campagnes rechantent, les gens, on le voit au salon de l'agriculture, ce groupe chante, les gens rechantent, et donc ce sont des sursauts. Et je pense, de mes quelques 30 années, j'ai quand même vu les gens de plus en plus se remettre à chanter. Le pèlerinage de Chartres, c'est 15% de pèlerins en plus chaque année. Le pèlerinage de Chartres, c'est aller d'une cathédrale à l'autre pendant 3 jours en chantant. C'était 16 000 personnes l'année dernière quand même. Donc c'est quand même énorme. Et je crois qu'Épopée s'inscrit complètement dans ça et va séduire, vous avez évoqué Jean-Michel tout à l'heure, Netflix, se payer à la fin du mois l'abonnement Netflix. Bon, même si c'est une plateforme vidéo, c'est une bonne plateforme vidéo, on peut se payer des abonnements, autant en payer un bon, celui d'Épopée, qui va plaire à tous ceux qui aiment chanter et raconter par le chant des histoires, puisque c'est ce que fait Épopée, raconte des histoires. En parlant de Netflix, il y a juste un propos polémique. Romain, vous avez entendu cette expression, ce qu'a dit Macron, semble-t-il, repris par la Marseillaise, comme quoi les Français, plutôt que de manger de la nourriture de qualité, préféraient se payer des VOD, justement par rapport à Netflix. Oui, en fait, c'est la question de la priorité, de la compréhension de ce qu'on achète et de ce qu'on consomme. Dans une discussion avec Joseph, il disait très justement, nous sommes ce que nous lisons, nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous écoutons, et ce que nous regardons aussi. Donc évidemment, c'est pas ici que je vais vous apprendre que Hollywood a fait beaucoup dans la victoire des États-Unis dans la guerre froide. Et aujourd'hui, il y a une autre guerre qui se fait, qui peut être une guerre asymétrique, une guerre culturelle. Mais aujourd'hui, effectivement, Netflix, parce que ça l'a porté de tous et qu'ils ont des moyens colossaux de communication et de marketing, est à la disposition de tous, sauf qu'à un moment donné, c'est très bien, il y a des formats qui sont intéressants sur Netflix, j'ai moi-même un abonnement parce qu'il y a des choses qui existent qui sont vraiment pertinentes, utiles, mais il ne faut pas que ce soit l'unique créateur de contenu. Je pense qu'on se doit, nous Français, parce qu'en plus les idées françaises s'exportent très bien, c'est pas vous que je vais l'apprendre, de développer notre propre système de streaming, notre propre système justement de vidéos, de divertissement, mais toujours avec le souci du beau et de la qualité. Donc c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'évidemment, ça pose la question de la recherche de la qualité et du beau et du bon, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça fait le pendant de notre discussion. Merci Romain. Bruno, on ne vous a pas entendu sur le chant, il y a la part des anges, on entend chanter les anges, il y a cet invisible qu'on retrouve dans le vin. On chante beaucoup autour des banquiers du vin. Et puis évidemment. Ça chantait beaucoup, dans les coteries ça chantait, c'était quelque chose d'hyper traditionnel. Au chapitre du Clos de Vougeot, ça chante encore. Donc les soirées vin chantent encore, même à Bordeaux, qui est quand même une région plus coincée en général, à la fête de la fleur, on chante. Pour l'instant, encore dans le vin, il y a encore le banc bourguignon. Le banc bourguignon, on l'entend partout, même des fois au restaurant à Beaune, d'un seul coup ça part. Il y a des gens qui sont un peu surpris d'entendre le banc bourguignon, parce que ça part assez facilement. Donc non, je pense que nous, dans le vin, on a peut-être un peu de retard, parce qu'on chante encore un petit peu. Ouais. Vous êtes en avance peut-être ? Oui, ou peut-être en avance. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait partie
ça fait partie. En Moi, j'ai crée, entendu, intemporel. j'ai entendu les ouvriers dans les vignes seuls chanter, siffler. On entend moins. On entend moins. Parce qu'ils ont souvent le casque sur l'oreille en écoutant de la musique. Mais Ils ne peuvent plus boire en allant à l'usine, alors ils sont moins d'humeur chantante. c'est ça, voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'est plus capable d'écouter le silence, ne serait-ce que ça. Ah oui, ça C'est-à-dire que vous rentrez chez les gens, ils ont constamment quelque chose d'allumé, Mais et ils ont une peur bleue du bien silence, sûr. du rien, parce que ça les obligerait Ah bah, à écouter leur propre vie. bien Et sûr. là, Bah, ça, c'est l'ennemi du Absolument. silence. Allez, un petit bobino, chers amis, et puis on revient tout de suite après. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Eh bien, nous revoilà à nouveau dans ce libre journal de la relève, en compagnie de Romain Maréchal, le fondateur d'Épopée. Épopée, l'incubateur d'artistes enracinés. C'est le thème de cette émission. Avec, je suis à titre très exceptionnel assisté, vous retrouverez dans d'autres libres journaux de la relève, la Rastam, mais aujourd'hui, celui qui met son grain de sel, c'est Bruno Queugnoux, que vous connaissez tous. Nous avons aussi Joseph Pétier, qui est lui spécialisé par rapport aux épopées, aux Odyssées, l'Odyssée du vin. Est présent aussi autour de cette table Jean-Noël Toubon, qui est le passionné de l'histoire. Enfin, elle s'arrête à Jeanne d'Arc, hein, pas un peu de Clovis, un peu de Jeanne on d'Arc. peut aller plus loin que Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Voilà, et puis Alban de Graaf, c'est notre collectionneur aussi, qui a débuté dans la grande restauration avant d'être passionné en particulier par les armes à feu. Donc vous avez fait une série documentaire. Parlez-nous un petit peu de votre participation justement à Épopée. Ça avait commencé dans un café à Saint-Cloud avec Romain qui m'a demandé si je pouvais éventuellement parler devant un fond vert en présentant une arme. On était en plein dans le boom de ces émissions autour des enchères que tout le monde connaît. Je lui ai dit que je trouverais intéressant en fait de sortir un petit peu de l'arme pure, mais en montrant le décor derrière, donc d'où viennent les objets, comment ils arrivent, comment ils sont vendus, parce qu'en fait quand vous parlez de collectionneur, c'est l'identité en fait de quelqu'un, sa collection. Et on voit les collectionneurs qui ne s'en séparent jamais, parce qu'en fait tout au long de leur vie, leur terreau social et amical, si vous voulez, c'est les gens de la collection. Qui passent même avant la femme, on en a vu qui préféraient acheter un uniforme Premier Empire plutôt qu'une voiture à leur femme. Et donc en fait, ils ont vraiment du mal à se séparer de ça, et ils meurent avec en fait. Et souvent, ce qui est dramatique, c'est que la génération d'après s'en fout ou le bazarde. Alors nous, on est là pour récupérer cette histoire, pour la transmettre, et j'ai proposé à Romain qu'on pouvait faire beaucoup plus et refaire tout le trajet, si vous voulez, d'une pièce. Et là, il y avait des pièces intéressantes, donc une belle épée italienne de la Renaissance qu'on a vendue chez Octise, qui sortait d'une cave avec une vieille dame qui nous disait débarrassez-nous de ce truc rouillé. Et une épée donc, qui a été offerte par Henri IV à Jean d'Arambure après le siège de 1592. Voilà, donc on a fait une petite uchronie à ce moment-là parce que faut voir le reportage. Ces objets participent justement à la grande histoire de France. Tout à fait, à la grande histoire de France. En fait, d'avoir ces objets, en fait, ça transmet une charge. En fait, souvent, quand je vais dans des familles qui ont des légions d'honneur, et même si mon métier c'est de les sortir pour la vente, je leur dis gardez-le. Si papy était dans la tranchée et avec le diplôme à Verdun, etc. Bon, il faut garder ça parce que c'est en fait on a un devoir vis-à-vis de ses aînés, de ses aïeuls. Nous on a gardé quelques objets d'ancêtres résistants et quand je regarde ces objets, on a envie de défendre son bout de gras quoi. Voilà. Comment ces objets viennent, comment l'esprit vient s'accrocher à l'objet? Comment il y a ce rapport entre cet objet, il n'est pas inerte justement, c'est pas de la matière inerte. Bien sûr, et c'est de le faire parler justement. Il y a beaucoup d'objets qu'on fait parler et qu'on arrive à identifier. Par exemple sur cette épée, la Cinque Dea, donc cette épée de la Renaissance, on est parti sur la morphologie de la pièce. Sur le pommeau de cette épée, donc il y avait niqué
savez, qui est sur le char de triomphe, et de Oui, l'autre la victoire, victoire, oui, voilà, niquée. et de l'autre côté, Athéna niquée, entre autres. voilà, et de l'autre côté, il y a un combat en fait, un combat avec Minerve, qui est la déesse du combat un peu stratégique. C'est une épée qui est d'Italie du Nord. Les bucranes et tout le décor sur la fusée nous faisaient penser à Florence. Et donc, on sait que le pape a donné quelques rares épées de cette morphologie-là, et surtout de cette longueur. On en connaît 3. Et donc, bon, on peut spéculer autour, et l'idée c'est de raconter une histoire quand elle est orpheline de cette histoire, mais de lui redonner cette charge, et avec toute la réserve qu'on doit avoir, mais on ne peut pas affirmer, mais l'idée c'est de reconstituer une histoire autour. Et donc, si combat il y a eu, si victoire il y a eu et récompense il y a eu, en fait, on peut penser qu'on est à Florence, dans ces guerres de famille incessantes au milieu des Borgia, et que le pape a récompensé cette personne. Donc voilà, c'est l'histoire des grandes familles, ça fait rêver, donc il n'y a pas forcément de nom dessus, mais vraiment ça fait voyager. Cette épée qui est déjà belle par elle-même, donc la beauté intrinsèque, mais celle qu'on va rajouter derrière, on va rajouter une charge historique qui est une vraie beauté aussi. La beauté en soi. Voilà, ouais. c'est ce qui me fait vraiment plaisir de faire dans mon travail. Est-ce que vous ambitionnez, Romain, que demain, ceux qui s'achètent une paire de Nike fassent le rapprochement et le cheminement qui va de Nike à Nike, la victoire, Athéna? Parce que c'est ça, hein, finalement. Il y a vraiment un rapport entre la déesse Nike et la chaussure. Oui, mais bien sûr. Ah, d'accord. Bah, oui, et eux, C'est un symbole, c'est la victoire. Pourtant, c'est plutôt les losers qui mettent des Nike. Non, mais encore du boulot, là. hein. En tout cas, le pont est- Non, mais la question est très intéressante parce que selon moi, si j'ai bien compris, ça pose la problématique d'aller chercher des gens qui sont allés très 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 loin dans la société de consommation et de les ramener vers l'essentiel, à savoir la France en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne. Donc, pour répondre à votre question, oui, à terme, on va réussir, mais parce qu'on arrive à aller les chercher avec des formats. Je reviens au pourquoi, au comment, au quoi. Pourquoi redonner confiance aux Français? Comment avec de la vidéo de divertissement qui fait la promotion de la culture française? Quoi une plateforme de vidéo à la demande? Pourquoi une plateforme de vidéo à la demande? Parce qu'il faut savoir qu'en France, plus de 55% des Français sont déjà consommateurs d'une plateforme de vidéo à la demande. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez, mais voilà, Canal+, Netflix, etc. Et donc en fait, si vous voulez, j'ai pris le contre-pied de l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans certains environnements conservateurs, qui est de dire ceux qui ne lisent pas sont des cons, et ça sert à rien de s'adresser à eux. Je crois le contraire. Je crois que si on veut réussir à redonner un avenir à la nation, il faut aller chercher tout le monde, indépendamment des partis politiques, des origines sociales, etc. Et que pour ce faire, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Et hélas, aujourd'hui, les gens sont à moitié dépressifs, dans les métros, dans les transports en commun, ou sur leur canapé, à consommer de la junk food. Je suis obligé, parce que c'est le terme qui est Traduisez-moi consacré. ça tout de suite, et puis là, c'est 2 euros. maintenant. Junk food, je sais pas comment on peut le La traduire. mauvaise de nourriture. la très mauvaise nourriture. Oui, c'est de la drogue nourriture, en fait, littéralement. Oui, parce que c'est De junk, la- c'est junkie. Hein. Oui, c'est ça, c'est de la drogue nourriture, en fait, c'est tous les fast-food américains, etc. Et qui met du Nike La bouffe fabriqué addictive. par le tiers-monde et importé en France, et vendu 200 € la paire. C'est juste un scandale. Mais bon, les gens commencent à s'éveiller, voilà, il y a une rééducation qui est en train de se faire, et en fait, c'est revenir à l'essentiel, et donc c'est ce qu'on a voulu faire avec ce projet, mêler l'innovation audiovisuelle au service des traditions. C'est aussi simple que ça. Joseph. C'est intéressant parce qu'on nous vend la diversité contre l'effacement un peu de l'identité. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde porte les mêmes Nike, les mêmes t-shirts, mange la même nourriture rapide. Et tout le monde, comme on est ce qu'on mange, qu'on est ce qu'on porte, tout le monde devient la même personne. Et je crois que voilà, sur Épopée, on essaie de montrer la diversité des terroirs. Et donc, c'est une fenêtre ouverte sur la diversité de nos territoires. La vraie diversité. Merci, Joseph. Bruno. Romain, vous venez de dire quelque chose de très très important sur la malbouffe. Parce qu'en fait, saveur et savoir, c'est la même origine étymologique. Donc quand on contrôle le goût, on contrôle la pensée. Et donc il faut bien comprendre que les gens, il faut vraiment le dire aux jeunes, etc. C'est quand ils mangent du faux, parce que c'est du faux en fait, parce que votre corps digère quelque chose, il a le goût de fraise, mais c'est pas de la fraise. Donc le corps ne comprend pas, il est perdu. Et donc toute votre pensée remonte du cellulaire qui est en relation avec l'univers. Et donc à la conscience globale.
Donc il y a mensonge entre les deux, et vous ne pouvez pas bien penser en mangeant mal. C'est impossible quand vous mangez du faux. Donc le vin, c'est pareil. Le vin, c'est vraiment in vino veritas, le vrai vin, quand il est juste. In vino veritas, il vous emmène vers la profondeur, la réalité, etc. Et dans le Talmud, on dit quand le vin entre, le secret sort. Hein. Donc, c'est super important. Et moi, combien de fois j'ai vu des dégustateurs, des sommeliers, etc., la semaine mal manger parce que bon, on se dépêche, etc. Mais je dis, mais comment est-ce que vous pouvez bien goûter? Comment est-ce que vous pouvez être enraciné avec des choses qui sont déracinées? Si on déracine l'aliment, on a commencé par déraciner le paysan, hein, eh bien, vous déracinez l'aliment. Et ensuite, celui qui le consomme est déraciné. Donc là, la nourriture est un fondamental. Sensibiliser les gens à réacheter des vrais produits. Vaut mieux acheter moins, mais beaucoup mieux, avec des circuits le plus courts possible pour voir la tête de celui qui produit. Ça, c'est quand même très, très important. Ou alors qu'il n'y ait pas de rupture entre le commerçant et le producteur et celui qui va consommer, parce qu'il faut qu'il y ait un lien, il y a un acte d'amour. Hein. C'est Henri Vincenot qui disait, pour qu'un repas soit sacré, il faut que celui qui le prépare soit dans une action de grâce, et celui dans une action d'amour, et que celui qui le consomme soit dans une action de grâce. Oui. Et donc si l'intermédiaire, le commerçant, celui qui doit faire la miséricorde, hein, commercie, eh bien il doit transmettre la même chose que le producteur. Si vous sentez que le commerçant n'est pas en lien avec le producteur, n'est pas dans le respect et l'humilité du producteur, qui lui-même est dans l'humilité devant son terroir et la nature, eh bien, il n'y a pas de message d'amour, et donc il n'y aura pas de conscience. Donc cette nourriture de conscience est importante, mais comme le chant, comme ce qu'on regarde, etc. Et pour ça, il faut donner la clé aux Français de comprendre ce qu'il y a effectivement derrière les rayons de supermarchés. Et c'est cette France, justement, qu'on essaye de mettre à l'honneur dans nos séries documentaires et reportages. On est parti très haut, là, avec ce que vient de dire Bruno Quegnot. C'est magnifique. Hein. Moi, c'est magnifique, c'est magnifique, mais c'est exactement ce que j'ai expérimenté en créant le format de l'Odyssée du vin d'Épopée. Là, je ne vais pas parler de vignerons. Quand on est allé à la ferme, évidemment, de Saint-Nectaire, et puis également chez ce producteur de truites, de truites fumées, un producteur, Stéphane Ennis, absolument incroyable. Il fournit des étoilés, mais ce qu'il fait, donc ça c'est visible dans le documentaire, c'est bluffant. C'est un vrai artisan. Un respect. Il n'y a pas un produit qui est similaire à l'autre. C'est grandiose. Alors, Alban, vous vouliez intervenir, oui, c'est le moment. C'est pour ça aussi, entre autres, que j'ai quitté la cuisine à l'époque, la gastronomie. C'est justement qu'on ne pouvait plus travailler. En fait, il suffit que 2 générations en fait, cessent de reproduire des mouvements. Moi, j'ai appris avec des sortes de brutes dans les cuisines du Prince de Galles à faire du fond de veau, etc. Et j'ai retransmis en fait, une génération à le faire. Donc cette transmission qui se fait depuis toujours. Et le fond de veau, par exemple, qui est la base vraiment de toutes les sauces dans la cuisine française, oui. Est presque interdit maintenant par toutes les nouvelles directives européennes au profit des laboratoires pharmaceutiques qui vont vous proposer de la poudre de fond de veau. Et quelle est la raison là de cette interdiction ? Parce que les laboratoires, quand un laboratoire vend, gagne un peu de pognon, et avec les lobbies, on fait ce qu'on veut. Donc là, quand je reparle avec des jeunes cuisiniers, ils ne savent pas faire un fond de veau, ils n'en ont jamais fait. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment une base et qu'on a explosé en 2 générations. Voilà, c'est fini. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, j'ai baissé les bras. J'ai pas arrêté parce que c'est pas les 14 à 16 heures par jour derrière un fourneau qui m'emmerdait ou qui me fatiguait, c'était vraiment de voir que c'est dévasté par les lobbies qui proposent des produits pharmaceutiques. Et l'un des chefs étoilés avec lequel je travaille, dont je ne citerai pas le nom, se cachait dans la cuisine, enfin dans son bureau pour aller manger un McDonald's. Il a envoyé un commis de cuisine de crainte d'être reconnu pour aller le manger en cachette dans son bureau. Et voilà, il y a des très bons chefs. Il y a du boulot. Jean-Noël, vous vouliez intervenir. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est plus l'environnement qu'il y a autour de tout à chacun aujourd'hui. C'est-à-dire que le vœu pieux qui est de sensibiliser la plupart des personnes sur le beau, le bien et le vrai, c'est effectivement extraordinaire. Mais parfois, je me désole d'échanger avec certaines personnes et de constater qu'elles ne le veulent pas, tout simplement, ou qu'elles n'ont pas les prérequis nécessaires pour comprendre pourquoi c'est important. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, c'est de se dire, finalement, tu pourrais peut-être lui proposer un documentaire, mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est ça qui est ambitieux et qui est assez fascinant, c'est que c'est nécessaire de le faire maintenant, mais il faut être conscient, je pense,
que l'environnement qui les entoure, c'est leur environnement familial, scolaire, amical, qui ne va pas dans le sens du bien, du beau et du vrai. Donc c'est nécessaire de le faire maintenant, mais en tout cas, je pense que ça va demander un certain temps, parce que tout va contre ça. Oui, mais sinon, il n'y aurait pas besoin de le faire. C'est ça. Oui. Si ce n'était pas le cas. Voilà. Oui, après c'est Psychologie des foules de Gustave Le Bon, c'est-à-dire c'est que ça. la masse suit Une tendance. Exactement, une tendance qui est impulsée par des minorités. Je vous le remarquerai dans la société, tous les jours, les débats qui sont abordés sont des débats qui ne concernent absolument pas des sujets vitaux pour la nation, et pourtant futile, on en parle en permanence. Je vais juste parler des cheveux bleus pour que tout le monde ait l'image en tête, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être des dizaines de millions pour faire changer les choses. Il suffit d'être connectés, structurés les uns aux autres, avoir la même, comment je dirais, base civilisationnelle et culturelle pour que un nombre certain mais minoritaire réussisse à faire bouger les lignes. C'est ça. Et c'est cette dynamique optimiste dans laquelle on s'inscrit tous autour de la table. Est-ce que vous pensez, je vais poser la question peut-être d'abord à Bruno et puis pour que les autres ensuite vous puissiez tous réagir. Bruno il met la barre haute à chaque fois, donc allez-y. Je C'est super. vais, et moi, je vais essayer d'avoir une question qui va être un tantinet, puisque c'est le but depuis le début de l'émission, un peu pernicieuse. Vous disiez donc enraciné, vous dites ludique, il y a quand même un aspect commercial. Moi, j'aimerais poser la question à Bruno, puisque c'est un spécialiste du vin. Alors, je sais bien que le vin n'est pas un alcool et spiritueux quand même. Qu'est-ce qui fait l'addiction? Parce que l'addiction, c'est ce qui va permettre la vente, c'est ce qui va permettre le commerce, c'est ce qui va permettre qu'on vende, justement. Or, si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire les uns les autres, c'est justement éviter cette addiction, parce que l'addiction, j'ai l'impression à vous écouter, qu'elle est la conséquence du faux et du déracinement. Est-ce que déjà, vous êtes d'accord, tu es d'accord avec ça, Bruno, quelle est l'origine finalement quelle est l'origine de l'addiction et qu'on retrouve dans le capitalisme, que dénoncent des gens comme Cousin en effet, mais qui est à l'origine et à la base de la vente et du commerce? Toutes les addictions, les produits n'en sont pas là. Enfin, au départ, elles n'en sont pas la cause. C'est-à-dire, par exemple, l'addiction à l'alcool. On sait très bien que les gens qu'on côtoie, parce que moi je me suis vraiment intéressé à ça évidemment, puisque je vends du vin, donc je deviendrai un promoteur de l'alcoolisme. Et donc en fait, l'addiction à l'alcool, elle part toujours d'un problème intérieur, d'un malaise, de colère très importante, etc. Donc moi j'ai connu un célèbre journaliste qui était très touché par ça. Que j'ai vraiment très bien connu, et je l'ai vu à un moment donné arrêter, faire une cure. Il a fait des déclarations dans la presse énormes en disant il ne faut jamais toucher à l'alcool, jamais toucher au vin, etc. En fait, c'était le vin qui était l'ennemi, c'était pas lui-même. Et en fait, la colère était juste déplacée. Voilà, c'est-à-dire que en fait, et les addictions aujourd'hui, qu'elles soient numériques, qu'elles soient au digital ou autres, passent toujours par des problèmes, et on voit bien que la société n'est pas du tout capable aujourd'hui de répondre à ce genre de problème. C'est-à-dire que tout le monde fuit, et tout le monde se fuit. On est à l'extérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, le mot, moi j'utilise dans mon livre le mot enstase pour le vin, tout le monde dit extase. Et puis personne ne connaît le mot enstase. L'extase, c'est un état extérieur. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il vaut mieux être en enstase, etc. Et en fait, on voit bien que tout est extérieur toujours. Et donc, tant qu'on est extérieur, on ne peut pas se soigner. Parliez tout à l'heure du médiéval, la période médiévale, le Moyen-Âge, où on est dans une transcendance spirituelle. C'est le type qui participe à la construction de la cathédrale. On dit oui, c'est un esclave, mais pas du tout. Le type, il était dans une transcendance énorme. C'était une ferveur. Quand on sait à quelle vitesse certaines cathédrales se sont construites, ça paraît complètement fou. On se dit mais comment c'est possible que c'est un des monuments pareils ait été construit à cette vitesse? Tout simplement parce qu'il y avait une énergie vitale, une communion globale, parce que le spirituel fait que la communion tout le monde est ensemble, et donc du coup la force s'est dégagée, et c'est pour ça qu'il y a cette beauté d'ailleurs, qui n'est pas des années 70 ou des années 80, où là il n'y a pas de, c'est universel. Et donc je crois que la notion d'enracinement part du vrai. C'est comme l'histoire.
être au plus juste, en tout cas avec l'intention d'être juste, parce qu'on n'est jamais juste, mais l'intention d'être juste, comme l'agriculteur, le paysan qui fait son légume, il est jamais juste, il peut pas être juste avec la nature. Le vigneron, il peut pas être juste, il tend vers le juste, il tend par une humilité. Et bien tout ça, tout doucement, va redévelopper dans l'humilité, humus, hein. Humus, c'est la même racine, et c'est l'humilité, l'humus qui va faire l'humus intérieur et qui va nous faire grandir, qui va nous faire se nettoyer de nos colères, de nos jalousies, nos culpabilités, etc. Donc il y a quelque chose de très important derrière tout ça. Tout ce que vous faites là, tout ce que vous montrez, c'est révéler de la curiosité, parce que ça commence par la curiosité, et ce chemin de curiosité vers ces œuvres, vers tout ça, nous ramène vers notre intérieur et nous apaise. Et ça, c'est la non-addiction. Hein, c'est une addiction vers son intérieur et vers le silence intérieur. Voilà. Pardon. Nicolas a magnifiquement bien répondu sur l'addiction. J'espère que ça a été apprécié, Nicolas. J'ai pas réussi. Non, là, je pense que, comme on dit, KO debout, là, je crois. En revanche, sur la partie commerciale et capitalistique, oui. C'est très intéressant. Merci de poser la question parce que c'est une entreprise à but lucratif, ce que nous sommes en train de faire. Et oui, et ça change. Et ça fait du bien. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai évolué dans l'environnement, je dirais, conservateur, patriote, souverainiste, on le nomme comme on veut. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément d'associations. Je ne dis pas que c'est mal, c'est un constat. Des groupuscules, quand on est désobligeant. Mais sinon, en tout cas, il y a d'utilité publique. Je pense à un institut de formation politique, je pense à l'ICEP de Marion Maréchal, je pense à plein d'organismes. Là, il y avait le colloque de l'Iliade là, récemment. Donc en fait, il y a évidemment les associations, et tant mieux qu'elles existent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si on veut se confronter au réel, moi, je pars du principe qu'il n'y a que dans l'adversité qu'on n'évolue jamais dans la complaisance. Le capitalisme a cette vertu que lorsqu'on arrive sur un marché avec un produit, le marché nous corrige si le produit ne correspond pas à un besoin. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec Epopée, donc avec ce service de vidéo à la demande, c'était d'arriver avec des contenus de qualité pour répondre selon moi à un besoin d'enracinement et de retour aux sources, avec des formats ludiques, qui justement permettent de passer du bon temps en famille ou avec des amis, tout en appréciant la culture française, la beauté de ses paysages et de son terroir. Et donc, je crois, et je pense, parce que j'en fréquente, des entrepreneurs enracinés qui, de par leurs initiatives, arrivent à faire vivre des valeurs qui sont nécessaires à la nation. La résilience, le courage, l'abnégation et tout ce qui, évidemment, permet d'avoir une nation qui va vers l'avant. Et donc, du coup, évidemment que c'est une entreprise commerciale, pas par amour du capitalisme ou du capital, simplement parce que justement, on s'impose une rigueur pour aller toucher du doigt l'excellence, parce que je crois que la France a ce devoir d'excellence. Vous croyez, par exemple, dans l'expérience du Puy du Fou ? Oui, magnifique exemple, voilà, la preuve par l'exemple, 2,5 millions de visiteurs, ils viennent d'obtenir un prix pour l'un de leurs spectacles, un prix américain, ils déposent des dizaines et des dizaines de brevets chaque année, ils s'exportent à l'international, comme je le disais, les idées françaises, lorsqu'elles sont bien conçues, s'exportent très bien, et donc par conséquent, évidemment, qu'on peut être dans une dynamique entrepreneuriale et défendre des valeurs nécessaires à la nation. Magnifique exemple. Alors justement, je vais faire un tour de table par rapport à ce que vient de dire Romain Maréchal. Est-ce que vous y croyez à tout ce que vient de dire Romain Maréchal ? Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui a fait le succès du Puy du Fou, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'abord la qualité des spectacles dans les premières années du Puy du Fou. La volonté. Voilà. Ça sent presque une critique voilée, la qualité les premières années. Non, pas du tout. C'est encore ce que je veux dire, c'est que ça a fonctionné sans nécessairement avoir besoin d'une armada de publicitaires pour vendre quelque chose. Et ça me renvoie aussitôt au Moyen-Âge où la publicité était interdite. Pour une raison toute simple, c'était que le produit devait se suffire à lui-même. Dès lors qu'on avait besoin de la publicité, c'est qu'on avait peut-être inconsciemment, et c'était en tout cas la pensée de l'époque, inconsciemment besoin de mentir, d'exagérer le produit pour pouvoir le vendre. Et aujourd'hui, on le voit avec nos présidents de la République, c'est que derrière, il y a un certain nombre de communicants pour vendre un produit. Le produit, ça peut être un objet, mais ça peut aussi être une personne. Et le succès du Puy du Fou ne tient pas dans le matraquage publicitaire dans les débuts,
C'est simplement que la qualité a suffi à faire du Puy du Fou le succès qu'il rencontre aujourd'hui. Et je n'ai aucun doute, et c'est le temps long, c'est quoi, 25 ans, 30 ans le Puy du Fou ? Ouais, je crois Et j'ai aucun doute qu'Épopée se base sur la même chose, c'est-à-dire que c'est la qualité des produits qui vont faire qu'à long terme, comme le Puy du Fou, nous l'espérons, cela fonctionne. Et les projets, comme nous pouvons le constater tous les jours à la télévision, c'est que très souvent, les consommateurs consomment des produits dont ils n'avaient absolument pas besoin, c'est évident. Et l'enracinement est quelque part l'ennemi du capital, puisque le capital ne veut pas quelqu'un d'enraciné, puisque quelqu'un d'enraciné ne consomme pas. Il est suffisamment heureux, et je renvoie... C'est infiniment substituable. Et je renvoie à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il est heureux dans sa propre personne et avec ceux qui l'entourent. Il n'a pas besoin de subterfuge pour pouvoir combler un bonheur absent. Et donc la société a besoin, je pense, de personnes déracinées. Ça peut expliquer aujourd'hui que nous avons des individus amorphes qui se promènent dans la rue. Et en tout cas, moi je suis convaincu qu'Épopée suivra ce même chemin basé sur la qualité et non le matraquage pour dire venez acheter parce que c'est merveilleux. Non, Merci Jean-Noël. Alban, est-ce que vous y croyez à tout ce que vous venez d'entendre, vous qui découvrez, quand même, vous le savez, à Drouot, un simple objet va prendre des montants, une valeur considérable. Est-ce que la fable du marché que l'on est en train d'essayer d'instiller dans cette émission, est-ce que c'est sérieux ? Alors, moi, je vais faire une réponse assez courte. J'ai pour méthode de travail de m'adresser à l'intelligence des personnes avec qui j'échange et non pas à la médiocrité, en fait. Et c'est une recette qui marche. Et on se rend compte que quand on parle à des gens médiocres, on n'aboutit à rien. Mais quand on s'adresse à leur intelligence, il y a toujours une intelligence quelque part. Moi, j'étais un cancre à l'école. On m'a parlé intelligemment de certaines choses. J'ai été initié au sabre japonais par une personne d'une rare élégance qui s'appelait Jean-François Tellière. Et je ne connaissais pas les sabres japonais. Et je suis rentré chez lui, donc à Versailles, place de la Geôle. Et ce type me dit, voilà, m'explique ce que c'est que le beau, qui ne ment pas. On ne parle pas de prix, on ne parle pas d'époque, on ne parle de rien. Il a sorti 2 sabres. Il a sorti les lames. Il a baissé un peu la lumière. Il m'a dit, maintenant tu les regardes et tu les prends. Voilà. Et lequel te plaît. Voilà. Et c'était, bon là on est vraiment dans le transcendant. Et donc, quand on parle avec intelligence à son interlocuteur, je pense que ça match autant que quand on s'adresse à la médiocrité, ce qui est malheureusement le cas un peu trop souvent. Et voilà, on tend à rectifier le... C'est une forme de respect. Absolument. En tout cas, ce qui est bien là, c'est je pense que vous avez de l'avenir dans la communication. Vous ne m'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu complètement à côté. Tu as fait de la politique, non ? J'ai des amis qui mieux que sa réponse. Comme Georges Marchais. Mais sa réponse était très bonne. Moi, j'ai apprécié la réponse. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai 2 spécialistes du vin à qui je vais poser exactement la même question et leur demander si ce goût de l'authentique, de l'enraciné, bah oui, quand ça coûte 10 000 balles la bouteille, on a envie de dire, on en veut encore. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, l'un comme l'autre, là, sur le décalage quand même qui se crée? Il y a peut-être, entre quelque chose qui a peut-être une valeur, mais enfin, qui n'a pas cette valeur-là. Certaines folies qu'on peut, entre autres dans le vin... Votre question, elle est sur l'authentique. Bah, elle est toujours sur le même sujet développé par Romain Maréchal, c'est-à-dire la possibilité de relier, puisqu'il dit que c'est une entreprise à but lucratif. Exactement. Là, l'enracinement, la qualité et finalement... Alors, juste une petite précision, c'est une entreprise à but lucratif pour créer les conditions de notre propre autonomie financière et développer derrière tout un écosystème qui va permettre de promouvoir des œuvres artistiques enracinées. Parce que c'est c'est tellement terrible ce qui est en train de se passer dans l'audiovisuel français. Et personne n'a le droit... Enfin, en tout cas, il y a une seule idéologie qui existe. Moi, je travaille avec beaucoup de techniciens, de réalisateurs qui, évidemment, évoluent dans le cinéma ou dans la télévision française. C'est même pas qu'ils n'ont pas le droit de ne pas être d'accord avec ceux avec qui ils travaillent. C'est que s'ils ne pensent pas comme eux, on leur pointe du doigt la porte de sortie. Donc non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit attractif économiquement pour que ceux qui ont du talent viennent travailler à la promotion du beau. C'est bien pour ça que j'ai créé une entreprise. Ce qui n'est, selon moi, moins le cas avec une association, parce que l'association, on est quand même dépendant de dons qui sont très variables. Or là, nous avons un modèle économique qui est clairement établi avec un abonnement mensuel. Donc c'est vraiment une philosophie, une mentalité qui a été pensée dès le départ.
parce que j'ai beaucoup hésité, mais selon moi, c'est un impératif si on veut réussir à capter l'attention de tous les acteurs de l'écosystème de l'audiovisuel et du cinéma français. Merci. À terme. Joseph, Oui, Bruno. Il y a eu quatre interventions magnifiques là. Donc, et moi, je m'étais arrêté. Je voulais réagir sur ça, mais du coup, je ne sais plus pourquoi vous aviez soulevé la peur de l'addiction. La peur de l'addiction, c'était quelle était, mais Bruno il a répondu en corrigeant en fait une erreur d'analyse. Je pensais que l'addiction venait du produit en lui-même, faux, déraciné. Et en fait, Bruno, même s'il y a une résonance entre les deux, que c'est d'abord lié à un état intérieur, cette addiction. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'addiction si on aime véritablement. Donc, Ah oui, la passion amoureuse, ça rend pas addict. Il faut qu'il fasse très attention parce qu'il va se marier bientôt là. Non, donc, mais la passion, je pense que la passion, la passion que l'on lit chez les romantiques, les Musset, elle est pas bonne, elle est pas véritable. C'est pas un amour profond. Elle a fait appel beaucoup au charnel et ça manque de profondeur. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'addiction, mais je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. On parlait de l'aspect capitalistique d'épopée, de la nécessité justement de créer une entreprise avec des revenus réguliers plutôt qu'une association soumise à Jean-Michel soulevait le... Alors Jean-Noël, ça ne dérange pas. Je vais en parler à mes parents, ils peuvent bien vouloir changer. C'est pas ici Jean-Michel, c'est d'autres chaînes YouTube. Jean-Noël, c'est ailleurs. Je suis vraiment désolé. Je t'en veux pas. Merci. C'est d'autres chaînes d'infos. Oui, donc vous parliez du temps long, c'est quelque chose qui va se construire avec le temps long, et justement, c'est pas un appel à la consommation, je pense, comme Netflix qui est un mastodonte. C'est donner à voir du beau, c'est justement de ne pas créer une addiction chez le spectateur d'épopée, mais peut-être lui donner envie de quitter aussi l'écran et d'aller voir ce qu'on lui a montré. C'est une fenêtre ouverte sur la diversité de notre terroir. Ouais. Donc je pense que dans ce modèle effectivement lucratif, c'est tout de même pas une proposition à l'addiction et au consumérisme effréné. Je pense que et d'ailleurs, les formats des documentaires sont des formats longs. On ne broche pas des sujets à toute vitesse. On prend le temps d'expliquer certaines choses et de se poser. Donc il faut aussi le vouloir. Et donc je pense qu'en ça, il est novateur dans la plateforme de vidéo à la demande, malgré que l'on montre des choses absolument traditionnelles et ancrées. Je pense qu'il faut aussi arrêter de devoir s'excuser et se justifier de créer une activité économique. Enfin, au bout d'un moment, ça devient assez pesant. Ouais, excusez-moi de faire vivre des gens. C'est très catholique. Mais c'est ça, en fait. C'est le problème. Non, c'est pas que c'est très catholique. C'est français. Ouais. J'arrive pas jusque-là, mais... Oui, mais notre culture chrétienne et catholique, parfois, nous a culpabilisé de faire de l'argent. Historiquement, ce qui était condamné, c'était... en gros, pour résumer, c'était l'usure, c'était l'excès capitalistique, comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire faire de l'argent avec de l'argent, basé sur rien, ne rien créer. C'est en fait l'absence de création. C'est pas de l'économique, c'est de la financiarisation. Exactement, c'est l'absence de création et de production. C'est tout le contraire d'épopée. D'épopée et de bon nombre d'entreprises, finalement. Il y en a un qui ne s'est pas encore exprimé là-dessus et à qui je repose la question différemment, c'est Bruno Quenu. Est-ce que ça rapporte l'authentique ? Alors, tout d'abord, juste à propos de l'addiction, je reviens encore un peu sur l'addiction. Parce que pour moi, épopée, c'est plus susciter la curiosité qui amène à l'intelligence. Ouais. C'est pas de l'addiction, ça n'a rien à voir. L'addiction, c'est TikTok. Savoir pour le savoir. Voilà. Et mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire du commerce sans ce côté addictif ? En fait, est-ce que le ludique peut ne pas être addictif, puisque Romain parle du fait de faire quelque chose de ludique ? Tout dépend ludique par la qualité des programmes. Excusez-moi. Ludique par la qualité des programmes, la facilité d'exploitation de la vidéo lorsqu'on revient du travail, etc. L'ergonomie en fait du site, etc. Enfin tout ce qui est mis à disposition du consommateur, de l'épopéiste, si je puis dire, lorsqu'il découvre notre service de vidéo à la demande. Après, une entreprise, c'est une entreprise. Et le chef d'entreprise, le fondateur, c'est quoi l'intention ? Est-ce que c'est que de faire de l'argent ? C'est comme une personne, elle est dans un endroit où il y a des richesses, soit sa volonté, soit ses valeurs sont inférieures à ses besoins, soit ses besoins ses valeurs sont supérieures à ses besoins. Le voleur, c'est comme ça qu'il bascule.
ses valeurs sont inférieures à ses besoins. Le chef d'entreprise, c'est pareil. Quand il bascule que ses valeurs, il a plus de besoins que valeurs, son entreprise va s'orienter vers des modèles, ce qu'on dit Netflix, etc. Toutes ces boîtes-là, c'est des énormes besoins avec peu de valeurs. Quand il y a beaucoup de valeurs, eh bien, il n'y a pas à Waron de faire que l'entreprise soit dans un modèle économique, puisque les valeurs vont être, c'est elles qui vont porter l'économie en fait. C'est tout à fait différent. Non mais la question est intéressante. Romain. Je vois sourire depuis tout à l'heure. En gros, si j'ai bien compris, la question c'est de se dire est-ce que ce qu'on fait sera porteur économiquement. C'est-à-dire que face à effectivement des mastodontes ou des gens qui vont à bout du processus de consumérisme et qui font totalement, qui n'ont totalement cure, si je puis dire, c'est pas ça, valeurs. Ma question, c'est pire. C'est-à-dire, c'est l'entre-deux qui est toujours ni chaud ni froid, mais tiède. Est-ce qu'il y a un espace entre une action totalement désintéressée, et puis c'est ça quand même l'art, c'est ça la connaissance, et quelque chose qui est totalement intéressé. Est-ce qu'on ne perd pas son âme? Est-ce qu'on ne perd pas son âme à rentrer dans le lucratif, et inversement, ça c'est trop ou pas assez, au sens où vous n'y arriverez pas parce que vous ne serez pas assez addictif. Donc... Justement, moi c'est le pari qu'on fait avec Épopée. Ça fait 6 mois maintenant qu'on existe et les retours qu'on a des premiers utilisateurs sont très positifs et avec le peu de visibilité que nous avons un taux de conversion très élevé, de plus de 5% à ce jour, ce qui est énorme. Et donc en fait, c'est la synthèse parfaite effectivement entre, selon moi, une entreprise d'utilité publique, avec cette fenêtre ouverte sur la France et le monde, les producteurs locaux et tout ce qui fait notre environnement sain, salvateur, et en même temps un mode de consommation et un modèle économique qui s'adapte aux enjeux de la modernité, parce que, comme je vous disais, innovation, tradition, c'est utiliser les outils à notre disposition, à savoir Internet notamment, et au profit du rayonnement de la culture française. Donc, pour répondre à votre question, c'est un pari, c'est clair. Et puis si c'était facile... D'autres y seront allés à ma place, et c'est tant mieux, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais sauf que, 1, personne n'y est allé, et 2, c'est très ambitieux, je pense, parce que personne n'y est allé jusqu'à présent. Donc, il reste que 4 minutes. Mais alors, donc, c'est le moment de faire vos conclusions. Ma conclusion à moi, parce que si on reste sur ce que vous venez de soulever face à Romain, Nicolas, on condamne tous les artisans, parce que aujourd'hui, si on fait le choix de porter des baskets qu'on change... tous les 6 mois, plutôt que d'acheter la chaussure de l'artisan qui fait des chaussures en cuir qui coûtent 500 € mais qui vont durer 25 ans, alors, il faut essayer d'espérer qu'on va revenir à un mode de consommation où on achète la bonne chaussure, le bon vêtement. Donc oui, ça va passer par le consommateur. Je crois que si on est autour de cette table, c'est justement pour inciter un retour à cette consommation juste. Et donc abonnez-vous à Épopée Film. Voilà. Merci Joseph. Alors, le mot de la fin pour vous, cette Alban. Histoire de lucre, on a souvent dans le domaine de l'art, il y a le marché de l'art et le marché l'universitaire. Et les universitaires nous reprochent souvent d'être mercantiles en disant mais nous on travaille à la préservation du patrimoine là où vous le marchandez. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour sortir une pièce de chez un particulier, il faut lui proposer une somme d'argent. Et les musées ensuite achètent. Mais si on n'avait pas ce levier financier, les musées seraient beaucoup moins achelandés. Donc c'est un tandem. Voilà, donc il y a un juste équilibre à observer entre effectivement le lucre et la beauté de l'art. Voilà. Jean-Noël. Je pense que pendant des années, pour faire très caricatural, mais la gauche, l'extrême gauche ont très bien su trouver des financements. Bon, souvent c'était avec notre argent, mais ont bien su trouver des financements pour promouvoir leur vision du monde. Eux le faisaient sans dignité, selon moi, avec notre argent. Je trouve ça beaucoup plus noble de vouloir le faire avec le soutien, l'adhésion totale de la personne, puisque moi, je n'ai pas choisi de financer quelque chose qui est censé me détruire. Par contre, les personnes qui s'abonnent à Épopée ont fait le choix délibéré de s'abonner pour, alors un soutien ou pas, mais en tout cas, c'est une volonté personnelle assumée de vouloir financer quelque chose. C'est plus sain, c'est plus noble et c'est surtout plus moral. Bruno, votre mot de la fin, alors comment marier les deux? Comment marier Francis Cousin, marxien, révolutionnaire, avec la possibilité quand même de faire commerce?
Eh ben, je crois que si on prend la vision de Cousin, c'est un communisme. Ce qu'il défend, c'est un communisme qui n'a rien à voir, et il le dit lui-même. C'est pas, et d'ailleurs, il dit lui-même que Marx était anti-marxiste. C'est bien qu'il y a une raison. C'est qu'il avait l'idée de la communauté. Aujourd'hui, on parle de la communauté France. C'est tout simplement ça. Et en fait, à ce moment-là, on redevient communiste quelque part, mais évidemment pas le communisme défendu par les politiques. C'est-à-dire, c'est que la survie humaine, elle est liée à l'intérêt de la communauté. Et donc, on ne peut pas vivre sans que l'autre, à côté de chez lui, soit malheureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans toutes les communautés initiales, il y avait cette notion où la petite vieille, fallait l'aider. C'est pas possible autrement. Donc moi, j'ai encore connu mes parents, quand il y avait un problème chez le voisin, on allait chez le voisin, on allait aider le voisin. Voilà. Donc c'est à la fois, ça n'empêchait pas que mes parents étaient vignerons et essayaient de gagner leur vie, etc., en étant juste, en le plus juste possible. Et c'est toujours ce chemin-là qui est ne pas prendre quelque chose à l'autre qui ne serait pas juste. Et là, ça rejoint Cousin. Merci beaucoup, Bruno. Le mot de la fin, il est pour vous, Romain Maréchal. Même pas 30 secondes. Notre mission, c'est de faire rayonner la France et de fédérer derrière un patrimoine commun. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que les gens de bonne volonté se réunissent pour justement faire vivre des valeurs qui, pour moi, semblent impératives pour que la France continue d'exister pour les siècles et des siècles, à savoir le courage, l'audace, la résilience et surtout la liberté. Donnez-nous l'opportunité d'être libre. Abonnez-vous à Épopée Film, épopéefilm.com. Il y a plusieurs abonnements possibles et retrouvez dès à présent des programmes originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs qui rendent ces lettres de noblesse à la culture française. Merci Romain Maréchal, merci Joseph Pétier, merci Jean-Noël Toubon, merci Alban de Grave et évidemment merci Bruno Queugnoux. Merci à vous. Merci Nicolas. Bonne Merci, soirée Nicolas. sur Radio Courtoisie.